20 h. Soutien au Mali, à l'unité, la solidarité africaine des marcheurs guinéens reçus au palais de Koulouba. Des jeunes qui ont rallié Bamako en 37 jours ont remis les drapeaux guinéens de l'Union africaine au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Top départ ce lundi 27 juin pour les épreuves du DF 2022. Ils sont plus de 237 000 candidats inscrits. Le Premier ministre, chef du gouvernement, au groupe scolaire de Sogoniko pour l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve, la rédaction. Matinée d'échange, le prochain sommet de la CEDEAO à Accra, les conclusions de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur le Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop à la rencontre du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Épidémie de varicelle en ce moment dans le pays touchant les enfants de 3 mois à 10 ans, une maladie qu'on attrape une seule fois dans la vie et si elle est guérie la plupart du temps au bout d'une semaine, c'est sans complications. Focus santé de ce journal. Voilà pour les titres. Nous sommes bel et bien lundi 27 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les marcheurs guinéens reçus à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après 37 jours de marche sur l'axe Bamako-Conakry, les jeunes Africains ont remis les drapeaux de la Guinée-Conakry et de l'Union africaine au chef de l'État en disant que le chantier de la libération de l'Afrique a déjà commencé au Mali et les Africains y fondent beaucoup d'espoir. Sira Bachili pour nous en parler au cours de ce journal. Les épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales, ont bel et bien débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont cette année plus de 237 000 candidats. C'est au centre 3 du groupe scolaire de Sogoniko que le Premier ministre, accompagné par des membres du gouvernement, le Premier ministre a eu à ouvrir l'enveloppe de la première épreuve. La rédaction, on se rappelle, c'est avec Fademba Keita. C'est dans la salle numéro 126 du centre 3 du groupe scolaire de Sogoninko que le Premier ministre, chef du gouvernement, accomplit le geste transparent institué le premier jour des examens. L'ouverture devant les candidats, les autorités scolaires, les parents d'élèves, l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction du DF, la première de la session de juin 2022. Sa présence, au nom du président de la transition, est signe d'encouragement des candidats, d'appel à la rigueur, à la vigilance des surveillants et personnels d'encadrement répartis entre les 1801 centres d'examen du pays. La qualité des résultats des examens, dans une large mesure, dépend de vous. Les élèves ont passé l'année à apprendre. On est à l'heure du bilan. Et ce bilan, c'est vous qui êtes chargé de surveiller pour qu'il se passe dans les conditions de transparence, pour que ceux qui le méritent plus puissent être désignés à la fin comme ceux qui ont réussi au DF. C'est une phase importante dans leur vie. C'est une phase importante dans la construction, reconstruction de la nation, parce que c'est avec les cadres qui passent leur DF aujourd'hui que dans quelques années, le pays va être tenu à tous les niveaux de responsabilité. Et vous dire que vous devez en retour faire tout ce qui dépend de vous pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions de transparence, en ne tolérant aucune indiscipline, aucune déviance par rapport aux règles préétablies. Les candidats ont le choix entre les sujets proposés et distribués par les officiels présents. Dans le premier sujet, qui est une lettre ordinaire, il est demandé au candidat d'adresser une lettre de remerciement au maître qu'il a particulièrement marqué par sa façon d'enseigner. Le second invite le candidat à décrire la première tornade, à observer la nature et les êtres pendant et après. Le troisième sujet est une lettre administrative. On dit à celui qui le choisira d'adresser une lettre d'aide financière à une ONG, partenaire de son école, pour l'organisation d'une journée sur les droits des enfants. On a commencé le travail depuis en octobre. Ensuite, janvier, février, mars, avec l'enregistrement des candidats, la liste des candidats. Et ensuite, les supervisions pour identifier les centres qui peuvent être retenus. Le choix des surveillants, le choix des responsables de centre, le choix des correcteurs. Et à ce jour, aujourd'hui,
Tout est fin prêt. Les dispositions techniques sont là, c'est que déjà, nous avons remarqué que dans les centres, tout est prêt. Et par rapport aux surveillants, par rapport au matériel didactique, et même dans les régions. Par exemple, les régions de Kidal, de Gao et de Menaka, c'est l'armée de l'air, le ministre de la Défense qui nous a aidés à transporter près de 4 tonnes de matériel. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les examens puissent se passer dans les meilleures conditions. La mobilisation de l'ensemble du gouvernement est un geste de reconnaissance à l'endroit des enseignants, des élèves et parents d'élèves pour avoir étudié toute l'année scolaire. Je saisis cette occasion pour saluer l'administration scolaire, saluer les enseignants, parce que depuis des années, les Maliens n'ont pas eu à vivre des années scolaires entières où les cours ont été donnés dans les conditions normales. Ça a pu avoir lieu parce que les Maliens ont pris conscience, toute profession, tout poste de responsabilité confondu. Le Premier ministre avait auparavant assisté à la montée des couleurs, une façon d'inculquer la notion d'État dans la mémoire de ceux-là qui sont à la quête de ce précieux diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement secondaire, mais aussi technique et professionnel. Voilà, nous le disions, le DEF s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant de suivre d'autres régions où se sont déroulées les épreuves du DEF, nous sommes à mesure de vous montrer le reportage de Sira Bachili qui nous dit que les marcheurs guinéens ont été reçus cet après-midi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Après 37 jours de marche de l'axe Bamako-Conakry, long de 1226 km, les jeunes ont rallié donc Bamako et ont été reçus par le président de la transition. Sira Bachili était présente. Le flambeau du panafricanisme porté haut à Koulouba, des jeunes Africains y tiennent ardemment et dénichent ceux qui se battent pour libérer l'Afrique. Selon eux, le président de la transition en est un. Les marcheurs guinéens au nombre de 17 après 1226 km sont venus à Koulouba passer 2 messages. C'est une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son président de la transition, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé la solidarité avec le peuple malien. À sa tête, Monsieur le Président Assimi Goïta. Mais c'est aussi et surtout plaider en faveur d'un État fédéral africain amorcé par la Fédération Mali-Guinée, qui peut être un noyau dur de cette fédération. Deuxième temps d'une cérémonie pleine de signification, c'est la remise de 2 drapeaux au président de la transition. Le premier est celui de la Guinée-Conakry et le deuxième celui de l'Union africaine. La liberté de Mali, qui est le porte-flambeau de la liberté africaine aujourd'hui, symbolise la liberté de l'Afrique. Donc on va vous confier aussi le drapeau de l'Union africaine afin que, après cette liberté du Mali, que vous ne vous asseyez pas, que vous essayez encore davantage d'unifier l'Afrique, parce que vous en êtes capables, nous le pensons. Donc pour nous, effacer ces frontières, c'est retrouver notre dignité, c'est retrouver notre liberté que la terre africaine du Mali est en train de symboliser aujourd'hui. Ce geste rappelle le rapprochement des peuples non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi et surtout par les valeurs sociétales. Aux heures difficiles, les soutiens réconfortent. Le Mali est reconnaissant envers toute l'Afrique. Votre geste est aussi un geste d'espoir pour chacun de nous, que nous allons continuer à travailler pour renforcer notre unité, pour renforcer le panafricanisme, pour encore faire entendre la voix des peuples. Parce que nos organisations que nous avons, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine ou même l'UEMOA, nos organisations doivent davantage travailler pour et refléter les aspirations des peuples africains que nous servons. Monsieur le Président, je voudrais à votre nom exprimer toute la gratitude du Mali et des Maliens pour ce geste que nous n'oublierons pas.
L'Afrique engagée donc sur la voie du renforcement de son unité. La révolution déclenchée doit faire du chemin. Parole de jeunes Africains pour qui, dans la conviction, il y a des épreuves et non des difficultés. Matinée d'échange, le prochain sommet de la CEDEAO à Accra, les conclusions de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur le Mali, justement avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à la rencontre du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Des échanges suivis par Nyanya Aliou Traoré. Le chef de la diplomatie malienne face aux ambassadeurs accrédités au Mali. La démarche est salvatrice car elle se veut un espace d'échange entre le gouvernement et les diplomates pour améliorer davantage la conduite des relations de coopération. 2 heures d'horloge pour aborder 3 grandes questions, à savoir le mandat de la MINUSMA, le respect des droits de l'homme et enfin la tenue du sommet d'Accra pour le 3 juillet prochain où le Mali va figurer en bonne place dans les discussions. Nous avons voulu partager avec le corps diplomatique d'abord les avancées par rapport au processus de transition et ensuite les négociations pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA par rapport aux avancées sur la transition qui ont été marquées ces derniers temps par un certain nombre d'actes qui ont été posés par la transition malienne, la fixation de la durée de la transition, la mise en place d'une commission chargée de l'écriture d'une nouvelle constitution, mais aussi l'adoption par le CNT et la promulgation par le président de la transition de la loi électorale, y compris l'innovation qui concerne la mise en place de l'agence indépendante de gestion des élections et aussi les discussions en cours avec la CEDEAO par rapport à la mise en place d'un mécanisme commun de suivi et évaluation du chronogramme et aussi ce chronogramme qui sera diffusé bientôt après consultation des forces politiques et sociales maliennes. Ces actes forts qui ont été posés par le Mali et qui vont dans le sens de la concrétisation de notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel, que ces avancées puissent être prises en compte par le prochain sommet de la CEDEAO. Nous espérons que les sanctions qui concernent le Mali puissent être levées afin que nous entrions dans une dynamique plus positive et plus vertueuse. Le soutien des diplomates peut être considéré comme acquis. Au dire du doyen du corps diplomatique, c'est le moment d'alléger la souffrance des citoyens qui subissent les effets néfastes de l'embargo imposé au Mali par les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ça a été une occasion très importante. Pourquoi? Pour échanger avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères et aussi tout le monde se féliciter des développements quant aux lois électorales et notamment l'établissement et la mise en place d'une commission indépendante pour l'organisation des élections qui est très importante non seulement pour le Mali mais aussi pour l'avenir de la région tout entière. Et tout le monde a espéré un lever immédiat des sanctions imposées sur la population malienne qui a assez souffert et qui ne cherche actuellement que la levée immédiate et non progressive. Parce que progressive, ça va approfondir la souffrance et ça va faire durer la souffrance de la population. Le temps est arrivé parce qu'après les sanctions imposées, il y a bien sûr des effets négatifs qui vont rester et que l'État et le gouvernement malien a besoin de traiter pour pouvoir sortir de la crise humanitaire actuelle. L'ambassadeur de la Palestine, dans ses propos, n'a pas manqué de condamner les dernières attaques perpétrées contre les civils dans le cercle de Bankas. Voilà, revenons à présent au déroulé du DF session 2022. Le Premier ministre, lui, était au groupe scolaire de Sogoniko, mais des ministres au nombre de 3 également au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako pour l'ouverture du pli contenant la première épreuve de l'examen du DF. Nouhoum Sissoko, compte rendu. C'est à 8 heures que la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction de l'examen du DF, diplôme d'études fondamentales session de juin 2022.
C'était sous le regard de ses collègues de la sécurité et de la protection civile, ainsi que celui de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Le groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou a servi de cadre pour cette ouverture de pli. Ici, l'on dénombre 5 centres d'examen avec un total de 1405 candidats inscrits. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalama, et l'ensemble du gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition, à ce que tous les ministres soient déployés dans toutes les régions du Mali, y compris Kidal, pour procéder au lancement de cette première journée du DF. Donc ça veut dire déjà l'importance que nous voulons donner à cet examen de façon particulière, mais de façon générale aussi l'importance que nous voulons donner à l'éducation sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans une bonne éducation. Aujourd'hui, nous avions besoin de cadres valables, nous avons besoin de ressources humaines valables à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et cela ne peut pas se passer sans une très bonne éducation, sans une très bonne formation. Les ministres, au nom du gouvernement, ont appelé les élèves et les enseignants à s'acquitter correctement de leurs devoirs pour l'atteinte de résultats à hauteur du mérite. Aux candidats, qu'ils comprennent qu'un examen est un travail personnel. De deux, nous n'encourageons pas la fraude. Il faut qu'à tous les niveaux, qu'on respecte la police de la surveillance. Et aux surveillants, nous nous sommes adressés pour leur dire aussi à leur niveau de respecter le règlement des examens et surtout d'avoir une très grande rigueur dans la surveillance. Auparavant, les pionniers ont procédé à la montée du drapeau national, suivi de l'exécution de l'hymne national, deux symboles forts de l'État. Dans les régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Gao, Dioula et Nioro du Sahel, les candidats ont répondu présents pour ces examens de fin d'année. Une synthèse de Boubacar Bablin Touré. La région de Koulikoro, pour commencer, les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont bien démarré. Ils sont au total 3068 candidats inscrits cette année au compte de la deuxième région. Et c'est le ministre en charge de la Justice qui a procédé au lancement officiel des épreuves à Koulikoro. Nous plaçons ces examens sous les signes du renouveau, sous les signes du Mali nouveau, un Mali sans fraude, un Mali où nous voulons avoir des élèves qui travaillent correctement pour passer leurs examens dans la quiétude. Direction Mopti et Tombouctou. Ils sont respectivement 5 782 et 3 854 candidats qui ont pris part à ces examens de fin d'année. Dans ces deux régions, ce sont les ministres en charge de la refondation de l'État et celui de l'énergie qui ont procédé au lancement des épreuves. Il nous faut une école du renouveau et ça commence par le travail bien fait, autant par les enseignants que par les parents d'élèves, mais surtout par les élèves. L'éducation, c'est la base de tout. Sans éducation, nous n'allons nulle part. Et c'est vraiment le lieu de saluer encore le département de l'éducation pour la bonne organisation que nous avons constatée ici. Dans la région de Gao, ce sont les ministres en charge du développement rural et son collègue de la communication qui ont procédé au lancement au centre Farandireya. Pour le compte de la 7e région, plus de 3900 candidats répartis entre 49 centres prennent part à ces examens. Il n'y aura pas de tricherie. Parce qu'on veut rompre avec cela, parce qu'on va avoir des cadres de qualité. On est dans une union douanière où le droit d'établissement existe. Si nous ne devenons pas rigoureux, ce sont les cadres des autres pays qui viendront prendre la place de nos enfants. Pour terminer, les régions de Dioula et Nioro du Sahel ne sont pas restées en marge de ces examens de fin d'année. Si à Dioula, le nombre de candidats inscrits est de 6137 répartis entre 76 centres, à Nioro du Sahel, ils sont au nombre de 2400 candidats pour 19 centres. Je confirme que les épreuves du DEF ont été officiellement lancées à Dioula à l'heure. J'affirme que le DEF de cette année a officiellement démarré dans la région de Dioula. Nous venons de prodiguer des conseils aux candidats. D'abord qu'ils comptent sur eux-mêmes, qu'ils ne fraudent pas, qu'ils n'entrent pas vraiment dans la salle d'examen avec le téléphone. On le voit donc, les membres du gouvernement ont donc été repartis entre les différentes régions pour donner le coup d'envoi. C'est ainsi qu'à Kai, Kita, Sikasso, Kuchala, Ségousan, ainsi qu'à Kidal, les épreuves ont bel et bien démarré normalement. Cette fois-ci, c'est une synthèse signée Barakissa Ouattara.
C'est le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a procédé en première région au lancement des épreuves du DEF, Diplôme des études fondamentales, session de juin 2022. La Cité des Rails comprend cette année 10 161 candidats, toutes options confondues. Tous les centres que j'ai visités sont très bien organisés. Aujourd'hui, on peut dire que les centres de CAI sont bien en place et que les élèves que j'ai vus dans la salle sont concentrés et sont prêts à continuer et à travailler, à produire le meilleur d'eux-mêmes pour passer au DEF. La région de Kita, quant à elle, compte 8 976 candidats cette année. La ministre de la Santé et du Développement social, qui a ouvert la première enveloppe, félicite les autorités pour la bonne organisation de l'examen. Je voudrais déjà féliciter les autorités de Kita pour la bonne organisation ici. À l'ouverture, tout s'est bien passé. Et donc, c'est un sentiment de satisfaction. Au compte de l'Académie d'enseignement de Sikasso, qui abrite 156 centres, ils sont plus de 16 000 candidats, dont 923 candidats libres pour cette session. C'est la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social qui a présidé le lancement. Toutes les conditions sont respectées conformément à la transparence, conformément également à l'équité. Donc tout se passera selon ce principe d'équité, de justice et de transparence. Je voudrais saluer ces efforts que les autorités ont eu à mener avec l'accompagnement des partenaires clés de l'éducation. Dans la capitale de l'Or-Blanc, les épreuves ont démarré dans la transparence et la quiétude. C'est la ministre des Transports et des Infrastructures qui a ouvert la première enveloppe. Dambélé Madina Sissoko a aussi visité le centre des candidats déplacés du Cap de Zangasso au lycée Koné d'Ancier avant de sillonner les structures relevant de son département. J'ai lancé un appel aux élèves d'être sereins, d'être assidus et j'ai demandé aussi au corps professoral, c'est-à-dire les enseignants surveillants qui sont au niveau de ces salles de classe, d'être plus vigilants et d'être plus rigoureux et d'être loyaux aussi. C'est le même constat en 4e région où près de 16 000 candidats sont en lice dans l'Académie d'enseignement de la région. Constat fait par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population et celui en charge des Maliens établis à l'extérieur. Dès notre arrivée, nous avons tenu à visiter quelques écoles pour nous enquérir de l'état des préparatifs. Et nous nous sommes rendus compte que tout est fin prêt. Si vous voyez qu'il y a des membres du gouvernement qui sont dans toutes les régions aujourd'hui, c'est pour donner tout l'engagement, le sens de tout l'engagement que le président de la transition, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement accordent à la jeunesse. Parce que tout gouvernement doit être vraiment très soucieux de la réussite de sa jeunesse. À 100, ce sont 9 554 candidats classiques et arabes qui sont en lice. Dans cette région, les examens se déroulent dans de bonnes conditions et c'est le ministre Oumarou Diarra qui a effectué le geste solennel. Nous avons vu les sacs, les téléphones, tout est mis à l'écart. Ça montre le sérieux, d'abord des autorités locales qui ont mis en pratique les consignes données par les plus hautes autorités, mais également le courage des élèves à affronter les épreuves. Donc nous ne pouvons que saluer la bonne organisation. À Kidal, c'est le ministre Moussa Ag Atayer qui a ouvert l'enveloppe des épreuves. C'était au centre Amidi Ag Onan, l'unique de la région qui compte 97 candidats, dont 36 filles. J'ai voulu encourager, saluer d'abord les autorités administratives, les autorités, les directeurs régionaux de l'enseignement, le corps professoral, pour leur dire que nous sommes venus aussi pour leur montrer notre solidarité et notre accompagnement. Et à l'endroit des élèves, j'ai tenu à les inviter à l'excellence. Bonne chance donc aux candidats. Taoudeni, Douanza et Bourini, tout s'est bien passé, c'est ce que nous dit dans cette synthèse signée Saloum Konaté. Lancement des épreuves du DEF à session de juin 2022 sur l'ensemble du territoire. La région de Taoudeni accueille pour la première fois les examens du diplôme d'études fondamentales DEF.
Ils sont 263 candidats partagés entre le centre Al-Ouch et le centre délocalisé à l'école Alpha Mouya. Ce serait très bon de montrer jusqu'où le gouvernement et les plus hautes autorités tiennent au problème de l'éducation, à sa réussite, parce que nous savons que tout ira de là, de la réussite de l'éducation. Et chaque fois que l'occasion va se présenter aussi pour montrer notre soutien, nous allons le faire. Donc on va souhaiter vraiment une bonne réussite à nos enfants qui sont en train de faire leurs examens. Au centre du pays, précisément à Douanzan, ils sont 2651 candidats, dont 1263 filles à prendre part à cet examen. Le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné d'une forte délégation, a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet de la première épreuve. À Bougouni, 10 150 candidats sont en lice pour les examens du DEF. Ici, l'honneur revient au chef du département en charge de la culture pour lancer les examens. Nous avons vu à l'intérieur des centres également un bon ordre qui règne. L'administration dévouée est à la tâche. Dans les salles de classe également, nous avons vu des enfants très sereins, concentrés sur leur sujet. L'occasion est pour moi de féliciter la direction de l'académie. Voilà, c'est à l'école privée catholique Monseigneur Fernand Savant de Kati que le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, a procédé au lancement officiel des épreuves du DF. Après l'ouverture des plis, le colonel Sadio Kamara a souhaité bonne chance aux candidats avant de saluer les efforts des syndicats de l'éducation qui ont su mettre le Mali au-dessus de tout. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec un reportage de la DIRPA. En prélude au 60e anniversaire de la République d'Algérie, une table ronde se tient depuis samedi dernier, justement sur ce 60e anniversaire. Alpha Mega pour nous en parler. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des relations de bon voisinage, d'amitié, voire de solidarité entre l'Algérie et le Mali. C'est un prélude au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance grâce à une guerre de libération nationale glorieuse de 132 années d'occupation et d'oppression colonialiste. Nous, Algériens, nous nous rappellerons toujours que ce pays voisin et frère a accueilli sur son territoire la 6e wilaya militaire de l'Algérie combattante pour sa liberté. Il est question de la vie et l'œuvre d'un homme, un érudit. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Savama DCI. Il s'agit de Mohamed Abdelkrim El-Makhili, un grand érudit et érudit originaire de la ville de Tlemcen en Algérie, qui a vécu au XVe siècle, qui a beaucoup voyagé, beaucoup écrit et enseigné dans différentes parties de toute l'Afrique de l'Ouest, ainsi que dans les villes de Gao et Tombouctou. Cheikh Abdelkarim Al-Maghili, le Tlemceni, il est algérien. Mais nous, on dit qu'il est malien. Parce que c'est lui le conseiller spécial d'empereur Askia Mohamed. Il a écrit beaucoup, il a même écrit des œuvres pour aider à constituer le royaume de Songhai. Donc il était à Gao, il était à Tombouctou, il était à Sokoto. Donc il est malien, il est algérien et surtout que c'est à partir de manuscrits de Tombouctou aussi qu'on a trouvé tous ses œuvres. En tout cas, il faut le dire, exploiter ces manuscrits, c'est reconnaître aux Africains leur grand apport écrit à l'épanouissement de la civilisation humaine. La première promotion de l'école de guerre du Mali en visite dans les locaux de l'ORTM, dont la mission première est d'assurer le service public. Au terme de la visite, les officiers se disent émerveillés, bien entendu, par le travail accompli, et cela malgré les contraintes. Un partenariat futur entre l'école de guerre du Mali et l'ORTM, le sujet a été abordé. Amchata Koulibaly pour nous en parler. L'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, ouvre ses portes à la Grande Miette. Il s'agit des officiers stagiaires de l'école de guerre du Mali. Cette première promotion, composée d'une vingtaine d'officiers, dont une femme, est accueillie par le directeur de la télévision nationale.
L'ORTM étant une structure stratégique au service du pays qui véhicule des informations, il était donc utile pour l'école de guerre de venir visiter cette institution. Ça rentre dans le cadre de l'enseignement. Nous avons vu des équipes très engagées en faveur de la cohésion nationale, ce que nous saluons beaucoup. Et nous estimons aussi qu'il y a une possibilité à ce que l'ORTM accompagne l'école de guerre dans beaucoup de ses initiatives. La présente visite s'inscrit dans le cadre d'une meilleure connaissance des missions de l'ORTM et éventuellement les conditions de travail du personnel passionné du service public. L'école de guerre va produire des documents, produire beaucoup d'articles et donc il serait très opportun, et même en termes d'organisation d'événements, en collaboration avec la DIRPA bien sûr, que l'ORTM se situe dans ce partenariat pour permettre une certaine diffusion et une certaine vulgarisation des recherches au niveau de l'école de guerre du Mali. Nous sommes très satisfaits. L'ORTM, je peux dire, est un prolongement de l'armée dans la mesure où l'information c'est aussi un autre instrument de défense qui complète et qui relaie ce que le militaire fait sur le terrain. Le message, c'est de demander toujours à l'ORTM de continuer à appuyer l'armée dans ses missions en diffusant la bonne information pour une meilleure compréhension de ce que le militaire fait sur le terrain et afin d'avoir tout le monde derrière son armée. Radio Soudan en 1957 et Office de radio-télévision du Mali depuis 2015. Aujourd'hui, outre ORTM 1, ORTM 2, nous avons 13 stations régionales qui émettent. L'Office de radio-télévision du Mali a pour mission principale d'assurer les services de l'audiovisuel public. Voilà, on ne peut plus clair. L'information est également un instrument de défense nationale. 300 jeunes leaders, filles et femmes des régions de Kaï-Koulikoro du district de Bamako seront formés en leadership féminin, genre et en coaching. Le projet dont le lancement a eu lieu ici à Bamako est initié par le mouvement Mali Here en collaboration avec le réseau des femmes médecins du Mali et l'ONG MDF. Mohamed Kayantao, Ibrahima Koulibaly. Le projet de formation de 300 jeunes leaders, filles et femmes, sur le leadership féminin, le genre et le coaching concerne Kaï, Koulikoro et le district de Bamako. Ces jeunes seront outillés en ressources humaines de qualité afin d'apporter leur contribution dans la refondation de l'État. C'est pour nous cette façon de contribuer, nous aussi, à notre manière, au Malikoura que tout le monde est en train de chercher. Nous savons également, depuis un moment, à travers tout ce que nous avons commencé à faire ensemble avec le président Modibo Sidibé, que c'est une vision qu'il partage. Le projet qui va durer 3 mois s'attaque à la coupe abusive du bois, à l'insuffisance des services sociaux de base comme l'éducation et la santé. Aujourd'hui, le Mali est un pays du Sahel qui est confronté à d'énormes défis. Et le Mali est pratiquement le pays du Sahel, avec le Burkina et le Niger, les 3 pays qui ressentent le plus durement les défis de la sous-région. Le projet de formation de 300 jeunes leaders est une initiative du mouvement Mali Here en collaboration avec les réseaux des femmes médecins du Mali et l'ONG MDF. Les pèlerins maliens de la filière gouvernementale poursuivent leur séjour à Médine. Ils ont visité certains sites historiques liés à la vie du prophète Mohammed et sa paix et salut sur lui. Envoyés spéciaux Mahamadou Kone, Mahamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Diarra. Les pèlerins maliens se sont rendus d'abord sur le mont Uhud où de nombreux combattants du prophète ont trouvé la mort dans la guerre contre les ennemis. Ils ont ensuite visité la mosquée des 2 directions et les 7 mosquées. La dernière étape était consacrée à la prière dans la mosquée de Kouba. La prière est une activité importante dans laquelle les pèlerins gagnent beaucoup de récompenses. Ça a été une grande occasion pour les pèlerins pour avoir beaucoup de récompenses et pour pouvoir faire beaucoup de bénédictions pour eux et pour leur part et pour notre chère patrie. Pour les pèlerins, la visite des sites historiques est un moment important dans le séjour de Médine. C'était très important pour nous. On a fait 2 rakans là-bas. Et c'est des lieux où le prophète est passé. Parce qu'on est là pour faire tout ce que le prophète avait fait
dans le temps. C'est sous forme de connaître l'histoire même de la religion, et ça en guise aussi, ça donne une réflexion, ce que le prophète a eu à faire à son temps. Au-delà des prières, les pèlerins maliens ont fait des bénédictions pour les 70 combattants du prophète morts à Ouhoud pour la cause de l'islam. Dédicace samedi dernier d'un livre intitulé Retour à Ceuta Melilla. C'était un ouvrage d'une jeune consoeur. Je vais parler de Mame Diarra Diop. Qui nous parle de la migration et ses enjeux. Livre parcouru par Souleymane Sidibé. C'est un ouvrage de 257 pages que la journaliste écrivaine Mame Diarra Diop offre à ses lecteurs. Ce roman nous raconte l'histoire d'un jeune immigré sénégalais ayant pour destination l'Europe. Alors, ce roman est inspiré d'une histoire, celle d'un jeune Sénégalais qui a décidé de prendre une barque et qui est mort dans la mer en tentant de rejoindre l'Espagne. Donc c'est le point de départ de ce roman qui parle de l'aventure de 4 jeunes migrants qui essayent de traverser la mer mais aussi le désert pour atteindre l'Eldorado. C'est d'évoquer la situation des migrants et de toutes les difficultés qu'ils traversent quand ils décident de partir, de savoir que migrer c'est un droit naturel, c'est normal de vouloir partir mais il y a des dangers. Et donc, personne ne peut leur dire n'y allez pas. S'ils décident d'y aller, ils traversent toutes sortes de turpitudes pour y arriver. Et on a des agences comme l'OIM qui font un travail énorme pour assurer la protection des migrants et peut-être parfois leur retour au pays. Des invités et les partenaires de la jeune dame expriment leurs impressions par rapport au contenu du livre et invitent les gens à le découvrir. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, très souvent, quand on parle de l'immigration irrégulière, on parle de chiffres. On parle d'un ensemble qui n'a pas de nom. J'ai parlé de 24 000 personnes qui étaient décédées dans l'océan ou dans la Méditerranée. Ici, ce que Madame Diarra fait, c'est mettre un visage, c'est mettre des noms, c'est mettre des histoires individuelles sur des parcours qui sont parfois similaires, mais qui sont toujours différents. C'est un ouvrage qui est une vraie recherche, une vraie enquête journalistique, on va dire ça comme ça, habillée avec de la fiction. Donc c'est un vrai parcours que des milliers de migrants font à travers le continent africain. Certains partent dans le livre, il y en a qui viennent d'Afrique du Sud et qui font le trajet pour aller vers l'Europe. Le livre Retour à Ceuta et Melilla est désormais disponible dans les librairies de Bamako et sur le site de l'Harmattan. On constate une pique épidémique de varicelle dans notre pays, touchant les enfants de 3 mois à 10 ans. Une maladie qu'on attrape une seule fois dans la vie et elle guérit la plupart du temps au bout d'une semaine sans complications. Focus santé de ce journal signé Barakissa Ouattara. Elle est certainement la maladie infantile virale la plus contagieuse et la plus fréquente. Si la varicelle sévit de façon constante durant toute l'année, elle connaît une pique durant la période de chaleur et le début de l'hivernage. On la reconnaît à travers l'apparition de boutons sur tout le corps. C'est des boutons qui contiennent du liquide. Donc ces boutons sont appelés des vésicules. Ça contient du liquide ces boutons vont s'ouvrir et le liquide est évacué et ça laisse secondairement des croûtes. Le virus de la varicelle ne se transmet pas seulement par contact direct avec les boutons, mais aussi par l'air. C'est pourquoi il est important de tenir éloigné l'enfant déjà infecté des autres enfants. Quand un enfant dans une classe a une varicelle, il faut s'attendre à voir les autres enfants avoir cette maladie. Elle est très contagieuse. Et donc un enfant qui a une varicelle doit éviter la classe. Ça donne lieu à une éviction scolaire. L'enfant doit rester à la maison. En principe, tout enfant peut contracter la varicelle avant l'âge adulte, ce qui fait qu'adulte, on a rarement cette maladie. Quand on l'attrape une seule fois dans sa vie, on peut l'attraper une deuxième fois, mais sous une autre forme lorsqu'il y a une immunodéficience. Autrement, la varicelle, c'est une seule fois dans la vie. Et le danger de la varicelle, c'est lorsque une femme enceinte qui n'a
pas déjà fait cette maladie la contracte pendant sa grossesse. Et ça devient parfois dramatique pour le fœtus. La varicelle, pour la plupart du temps, guérit au bout d'une semaine sans complications. Mais dans certains cas exceptionnels, les complications peuvent survenir. Chez les garçons, on peut avoir une atteinte des testicules. Et les dangers de l'atteinte des testicules, c'est la stérilité à l'âge adulte. Dans certaines situations, on peut avoir une atteinte cérébrale, mais ça c'est extrêmement rare, avec des manifestations neurologiques à type de convulsion. Le traitement de la maladie consiste notamment à soulager les symptômes. Et pour les groupes à haut risque, la vaccination s'impose. Il y a un vaccin contre la varicelle, mais ce n'est pas courant de vacciner les enfants immunocompétents, les enfants qui n'ont pas de déficience humaine, de les vacciner. Chez les enfants qui sont sous traitement par corticoïdes, par exemple, ceux qui prennent des corticoïdes au long cours, chez eux, ça peut être dramatique, donc on peut vacciner ces enfants-là qui sont sous corticoïdes, ou les enfants qui sont sous chimiothérapie, les enfants atteints de cancer qui prennent des médicaments pour ces cancers-là. Bref, on vaccine les enfants qui sont fragiles, mais on ne vaccine pas les enfants qui sont en bonne santé et qui sont immunologiquement compétents. Le problème de la varicelle est qu'une fois la maladie guérie, le virus reste dormant et peut se réveiller dans certaines circonstances et provoquer un zona à l'âge adulte. Pour dire que toute personne qui a déjà contracté la varicelle peut développer un zona, au dire des spécialistes de la santé. Point Covid de ce journal, sur 478 tests réalisés, 2 cas positifs, 2 guéris et 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Maître Mamadou Gakou n'est plus. L'avocat à la cour et non moins leader politique est décédé hier après-midi à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Depuis quelque temps, on le savait, loin des salles d'audience et des arènes politiques qu'il avait animées pendant de très longues années et surtout avec beaucoup de punch. Maître Mamadou Gakou était un homme très vivace, faisant de lui un homme politique de conviction et surtout un avocat célèbre, ou si vous voulez, un célèbre avocat et audacieux. Clin d'œil sur l'homme. C'est avec l'œil de souris, Ibrahima Keïta. Né à Banamba, il y retourne pour l'éternité. C'est là qu'il a passé une bonne partie de son enfance. Son bac philo-lettres classique en poche, en 1973, il s'envole pour la France avec une bourse pour des études de droit, d'économie, finance, marketing, Sciences Po. Il y décrochera successivement licence, maîtrise, DEA et doctorat en droit privé. Il s'engage au cabinet de Jacques Vergès pour 2 ans, 82-84. Comme bac au Mali, il enseigne le droit civil à l'École nationale d'administration ENA et ambitionne exercer la profession qui lui tient à cœur, avocat. Un saut dans le marigot politique, d'abord avec la Convention Parti du Peuple, une association qu'il pilotait avec l'ancien Premier ministre Zoumana Sako. Suite à des divergences de vues, il prend son indépendance et crée la COPP, parti politique. Une expérience qui lui a permis d'être candidat aux élections présidentielles de 2002, d'être député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002, devenant même le 4e vice-président de l'hémicycle. Il aura été aussi conseiller spécial à la présidence de la République. Pendant sa riche carrière d'avocat, il a défendu avec brio une bonne centaine de dossiers de haute sensibilité juridique, entre autres dossiers Mali-Burkina Faso à la Cour internationale de la Haye, la défense de Maître Vergès contre l'État français pour outrage à magistrat, le dossier sulfureux, dossier Babani Sissogo, agents fédéraux de Miami aux États-Unis, et surtout les tonitruants et emblématiques procès crimes économiques, crimes de sang,
au cours desquels il s'est illustré en réussissant un coup de, permettez le néologisme, de dédiabolisation des défenseurs du général au cours d'un plaidoyer pro domo auprès des médias qu'il a su diviser par la force de ses arguments sur l'ouverture égale des vannes de la communication à toutes les parties du procès. Une grande perte. Autre perte pour le Mali, les obsèques de Mariam Doumbia, journaliste à la retraite à l'ORTM, ont eu lieu aujourd'hui dans sa famille au Badjalan. Décédée le 19 mai dernier au Canada par suite d'une maladie, Mariam Doumbia a été accompagnée à sa dernière demeure par des parents et collègues. Mohamed Sangaré. Mariam Doumbia, journaliste à la retraite, a été arrachée à l'affection de tous à l'âge de 71 ans. Native de Badjalan, a intégré l'ORTM le début des années 1980. Après son long passage à l'ORTM, Mariam Doumbia a poursuivi sa carrière au département en charge de la femme où elle a occupé plusieurs postes de responsabilité. Chef de division promotion de la femme et chef de projet promotion de la femme et de l'équité du genre et ensuite chargée de communication. Et c'est dans ces ministères qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2014. Gentille, aimable, jouant le rôle d'une mère, en même temps une sœur au niveau de la famille. Elle était à l'écoute de tout le monde. Pour tout ce qui est problème au niveau de la famille, nous la sollicitons, elle était la première conseillère. Donc c'est une grande perte pour toute la famille aujourd'hui. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans sa miséricorde. On a cheminé quelques années ensemble. Moi, je suis parti de l'ORTM en 91, mais ce que j'ai retenu de Mariam, c'est sa franchise. À ça, c'est une dame qui vous regarde les yeux dans les yeux, elle vous dit ce qu'elle pense de ce que vous avez fait ou de ce que vous devez faire pour la réussite de la mission qui nous attend. Je lui fais des sincères bénédictions pour le repos de son âme. C'est un personnage qui avait une très forte personnalité, très discrète. Même souvent quand je piquais des crises de nerfs, elle tenait à s'éloigner avec moi pour que personne n'entende ce qu'elle me donnait comme conseil. Ça a toujours été son caractère. Très affable, ouverte à tout, une forte observatrice. Et souvent, quand elle me parlait, je sentais que la base sur laquelle elle tenait les propos était des choses très bien observées, qui fait qu'aujourd'hui, il nous sera très difficile de l'oublier. J'ai pris pour son âme et que son âme repose au paradis. Mariam Doumbia a été accompagnée aujourd'hui à sa dernière demeure par ses parents, amis, anciens collaborateurs. Elle repose désormais au cimetière de Amdalaï, laissant derrière elle 3 enfants. Et oui, ainsi va la vie, chacun son jour. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans son paradis éternel. Voilà qui met un terme définitif à ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h, prochaine session d'information. Qu'Allah bénisse le Mali.